C'était jusqu'à la dernière conférence. Je sais que la journée a été longue. On va essayer d'amorcer la descente en douceur et partir sur une bonne base. Alors, le thème que nous allons présenter en dernier lieu, c'est celui des défis de l'aviation civile, locale et régionale en matière de ressources humaines. Tout au long de la journée, on a abordé des thèmes assez spécialisés, les aéroports, la sécurité. Là, on va essayer de terminer sur un thème un peu transversal. Donc, aucune activité humaine ne peut être réalisée sans sa principale ressource, l'homme humain. Donc, qu'est-ce que gérer les ressources humaines? Ça revient à concilier les nécessités économiques avec les réalités sociales en gérant les contrats, en recrutant le personnel, en valorisant les carrières, en développant les compétences individuelles et collectives, et j'en passe. Vous l'aurez compris, la gestion des ressources humaines est une discipline fortement influencée par la nature du secteur dans lequel elle est appliquée. Celui de l'aviation civile n'y échappe pas. Nous avons passé la journée à parler des défis du secteur de l'aviation civile et avons à plusieurs reprises été amenés à nous tourner vers les questions de formation, de compétences de personnel, etc. Nous y revenons donc avec cette conférence de façon plus assidue. Pour ce faire, nous vous avons préparé un gros panel composé de personnes de divers horizons. Je vais commencer par appeler Madame Adama Ousmane Adoum, titulaire d'un bac C, étudiante en master de physique 1 à l'université de Yaoundé 1. Elle a suivi une formation théorique d'agent technique d'exploitation à l'école de formation IRDSM, composé et réussi l'examen de l'autorité aéronautique. Madame Adama. Ensuite, nous avons Monsieur Eyoum Sammeh Cyril, élève pilote à la Sabena Flight Academy. Monsieur Eyoum est agent technique d'exploitation de formation également et il est en formation de pilote de ligne à la Sabena Flight Academy. Il cumule 13 années d'expérience dans l'industrie de l'aviation civile, notamment à la compagnie nationale Camerco, où il a exercé les fonctions d'agent en charge du suivi des dossiers équipage, d'agent technique d'exploitation et de chef de la section dispatching. Monsieur Eyoum. Ensuite, nous avons Monsieur Tamokwe Léon, titulaire d'un diplôme en marketing, expert sûreté de l'aviation. Il est le promoteur de l'école de formation IRDSM, qui propose des formations dans les domaines de la sécurité et de la sécurité qu'il nous précisera à la dernière partie de nos échanges de ce soir. Monsieur Tamokwe. Nous continuons avec Monsieur Folabit Babila Henry, que nous avons déjà vu ce matin, mais que je me permets de représenter encore, inspecteur régional navigabilité à l'ASA-AC. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en physique, d'une licence de mécanicien cellules et moteurs de la FAA et d'une licence de TMA de la CCAA. Il détient également une qualification théorique EASA Part 66 type B1 pour les Boeing 737-600, 700, 800, 900 et par conséquent CFM 56. C'est un inspecteur assermenté de la sécurité aérienne au Cameroun dans le domaine de la navigabilité. Il est depuis février 2022 inspecteur régional à SAAC et participe activement aux activités sous-régionales de développement de compétences et de formation standardisées. Monsieur Folabit, s'il vous plaît. Ensuite, nous avons Monsieur Sama Mouva Yela, directeur de l'administration générale de la Cameroon Civil Aviation Authority. Il est de ce fait en charge de la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines du régulateur camerounais. Titulaire d'une maîtrise en droit des affaires de l'Université de Yaoundé 2, il a intégré les rangs de la CCAA depuis 16 ans et a tour à tour exercer les fonctions suivantes. Cadre au service sûreté de l'aviation de l'aéroport international de Yaoundé, chef du service de la gestion du personnel, chef du service des affaires juridiques, sous-directeur des affaires juridiques et depuis janvier 2018, directeur de l'administration générale. Il a à ce titre participé à de nombreuses conférences relatives au droit aérien international et à la formation en aviation
résolution des litiges survenant dans le cadre d'activités de l'aviation civile. Monsieur Sama, s'il vous plaît. Nous avons ensuite le commandant Barla Ekwe Joseph Frédéric, pilote de ligne, inspecteur de la sécurité aérienne option opération en vol et dirigeant responsable de la Sabena Flight Academy de Douala. Le commandant Barla a été formé à l'ENAC de Toulouse entre 1972 et 1975. Il débute sa carrière en 1976 comme First Officer de la compagnie nationale sur B737 et B707. Il obtient ses licences d'ATPL française et américaine en 1969 et sa licence camerounaise en 80, année au cours de laquelle il devient pilote instructeur au centre de formation d'Air France. Il totalise à ce jour 17 500 heures de vol sur les types suivants: B737-200, 707, 747-200, 300, 757. Il y a beaucoup de types. Il a fait 17 500 heures, donc on risque d'y passer la soirée. Du haut de cette expérience, il a participé à la formation et à la sélection de nombreux pilotes camerounais, exercé des fonctions managériales à la compagnie nationale, où il a été directeur des opérations en vol et au sol, directeur de la formation. Il est depuis 2008 le dirigeant responsable de l'école de formation Sabena Flight Academy et inspecteur principal des opérations en vol de la CCAA. Prière de bien vouloir l'applaudir pendant que je reprends mon souffle, s'il vous plaît. Pour terminer, nous avons Madame Juliette Ouagou, épouse Eyumkana, notre conférencière de ce soir, titulaire d'un diplôme de contrôleur de la navigation aérienne obtenu en 1999 à l'EAMA Kanyame. Elle a exercé cette fonction pendant 5 ans à l'aéroport international de Douala. En 2010, elle intègre l'École nationale d'aviation civile de France pour un stage master spécialisé EACTA et en ressort avec un certificat d'enseignement spécialisé. À ce jour, elle cumule une expérience de 25 ans dans l'industrie de l'aviation civile, notamment en tant que commandant de l'aéroport international de Douala pour ASECNA. Madame Eyoum, s'il vous plaît. Merci. Bon après-midi à tous. C'est un honneur pour moi d'être là devant vous pour annoncer le thème de ce dernier groupe de cet après-midi qui porte sur les défis de l'aviation civile et civile locale et régionale en matière de ressources humaines. Je ne sais pas si je vous informe en disant que l'aviation relie et unit les peuples, les cultures, les entreprises. Elle rend possible le commerce international et agit comme un vecteur de développement, d'éducation et d'enhancement économique. De plus, l'industrie du tourisme est fortement dépendante des transports aériens. Il en est de même pour tout ce qui est échanges commerciaux, techniques, etc. Bref, la place de l'aviation dans l'ouverture d'un pays ou d'une région au monde n'est plus à démontrer. Le développement de ce secteur ne saurait donc se faire sans l'acquisition des ressources humaines en qualité et en quantité suffisantes. Le secteur de l'aviation a de nombreux métiers et il existe un réel besoin en personnel. Si je donne un exemple, par exemple chez Boeing, le personnel supplémentaire nécessaire estimé pour la période 20 ans 2018-2038 est estimé à environ 29 000 pilotes, environ à 27 000 techniciens, environ à 30 000 personnels de cabine,
soit au total pour la région Afrique 86 000 personnels. Et si je vais comme ça là, sur le plan mondial, ça fait environ 2 500 000 besoins pour le personnel jusqu'en 2038. Donc, en matière de RH, les défis sont énormes. D'abord, sur le plan international, par l'OACI, il y a des départs à retraite de personnel extrêmement expérimenté, mais qui n'est pas toujours remplacé. Il y a la compétition avec d'autres industries qui ont tendance à embaucher, à nous piquer nos experts dans le domaine de l'aviation. Il y a surtout la capacité de formation insuffisante pour satisfaire la forte demande. Nous saurons ignorer les coûts élevés des formations dans le domaine de l'aviation civile. Et on note également un manque d'harmonisation des compétences dans certaines disciplines du métier. Peu et surtout, ou pas du tout, la connaissance de sensibilisation auprès des futures générations. Les jeunes écoliers, les jeunes étudiants, les jeunes élèves ne sont pas toujours au parfum des métiers ou bien des métiers de l'aviation civile. Au niveau régional, Afrique, là, nous pouvons parler du contexte socio-économique qui est assez, qui est très peu favorable à l'ascension, à la cession, à nos formations dans le domaine de l'aviation. Côté financier, bien sûr, l'intéressement financier. Au niveau régional, l'industrie n'offre pas les mêmes avantages financiers, sociales que les industries occidentales. Du coup, on a un risque d'exode. De même, nous vivons déjà cet exode vers l'Occident. Il y a des métiers qui n'ont pas de plan de carrière. Il y a aussi la difficulté de nos États, au vu du contexte économique difficile actuel, à mettre à disposition des moyens financiers, des subventions, des bourses, etc., pour les formations dans le domaine, ou bien de faciliter l'implantation des industries dans le domaine de l'aéronautique. Et pour certains métiers, souvent au bout de la chaîne de la sécurité, il y a beaucoup de contraintes liées à la qualification à certains postes. Ceci dit, l'aviation civile étant par définition internationale, les compétences doivent être également homogènes. La sensibilité et le caractère hautement technique du secteur exigent un personnel dûment qualifié et continuellement formé afin de non seulement s'arrimer aux nouvelles technologies, mais aussi de maintenir les compétences déjà acquises. Elles doivent se maintenir. Donc, parmi les facteurs qui comptent le plus dans les pratiques dans le secteur aérien, il y a certes la sécurité, mais il y a aussi et surtout la disponibilité d'une équipe de professionnels compétents et bien aguerris. Alors, comment disposer des personnels en qualité et en quantité? Donc, c'est à ces différentes problématiques que nous allons essayer, avec les différents panélistes, d'apporter des axes de solutions et de laisser le public aussi nous en proposer ou bien poser des questions. Merci. Merci, Madame Eyoum. Nous allons continuer en essayant d'apporter tout d'abord des exemples aux éléments qui ont été soulevés tout à l'heure, des exemples pour essayer de comprendre, de cerner un peu mieux les contours de la question. Ensuite, nous allons un peu partager une expérience dans le cadre d'une carrière de l'aviation civile
avec l'intervention du commandant et nous allons terminer par l'énoncé réel des axes de solution qu'on a essayé de réfléchir, pour essayer de réfléchir de façon collégiale à la manière de les appliquer. C'est pour ça que je m'en vais passer la parole à Madame Adama Ousmane. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les aspects du secteur de l'aviation qui vous intéressent et quelle impression avez-vous quant à la visibilité et à l'accessibilité du secteur en Afrique aujourd'hui? Bon, merci de m'avoir passé la parole. Bonsoir à tous. Depuis toujours, l'aviation civile m'a fascinée. Les aspects du secteur de l'aviation civile qui m'intéressent particulièrement sont les opérations aériennes, les innovations technologiques dans les avions et surtout le pilotage, car j'aspire devenir pilote de ligne commerciale. Ces domaines représentent des défis et des opportunités uniques qui, à mon avis, façonnent l'avenir du transport aérien mondial. Concernant la visibilité, je peux dire qu'il y a une croissance des compagnies africaines qui ont réussi à se positionner non seulement sur le continent, mais également sur la scène internationale. Il y a des lignes aériennes qui se créent de plus en plus. Et également, il y a le développement des infrastructures et la modernisation de la plupart des aéroports des pays africains. Okay, merci beaucoup. Nous voulions savoir également, merci pour cette introduction, nous voulons également savoir ce que vous pensez de ce que vous ressentez en tant que personne essayant d'accéder à ce secteur de l'aviation civile. Comment est-ce que vous trouvez le parcours? Est-ce qu'il est difficile? Est-ce qu'il est relativement facile? Vous avez des opportunités? Bon, d'abord, je vois qu'ici en Afrique, il n'y a pas la vulgarisation du métier de l'aviation civile, puisqu'il y a des manques d'informations et le coût n'est pas évident pour les personnes moyennes qui ont des ambitions de pouvoir se former dans l'aviation civile. D'accord, merci beaucoup. Nous allons continuer avec Monsieur Eyoum. La question qui vous est posée à vous, c'est, sachant que la tendance générale veut que les compagnies et les organisations, en tenant compte du coût de la formation mis en avant par Madame Adama tout à l'heure, forment leur personnel avant de les employer ou pour les employer. Vous êtes ici en tant qu'une personne qui a suivi sa passion et qui, de votre propre chef, est allée vers une formation en aviation civile. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours, de comment ça a été modifié, des aides ou des contre-aides que vous avez rencontrées? Ok, bonsoir à tous. Merci de me passer la parole. Donc, j'ai engagé ma carrière en 2010, juste après mon bac, en me lançant dans la fonction de flight dispatcher, justement dans le centre Sabina Flight Academy. Et je ne peux pas facilement dire que l'insertion dans le milieu professionnel est difficile parce que dans mon cas, je n'ai pas eu besoin de chercher le travail. J'ai été recruté directement sur les bancs de l'école parce que la main-d'œuvre en tant que ATE étant fortement demandée et dû au fait qu'ils sont utilisables dans l'entreprise dans beaucoup de secteurs. Donc voilà, j'ai donc fait mon parcours jusqu'au moment où j'ai compris que pour être pilote, ce qui est mon rêve depuis 4e, pour être pilote de ligne dans nos pays, il faut faire passer le rêve en projet. Parce que tant qu'on va continuer de rêver, on va se retrouver à 56 ans avec plein d'enfants et tout le reste. Donc, c'est bien, j'étais dans la compagnie nationale, Camerco, j'avais un salaire, tout, c'est bien. Mais les salaires chez nous
ne garantissent pas un niveau acceptable d'épargne pour financer la formation de pilote de ligne. Pour atteindre 70 000 $ à peu près, il faudra épargner pendant 20 ans et en même temps vivre et tout ça, c'est impossible. Donc, je me suis penché vers d'autres aspects, ce qui m'a poussé fortement à regarder ailleurs, me faisant en parallèle comprendre que la certification qu'offre la Sabena Flight Academy nous ouvre les portes dans toute la sous-région. Parce que j'ai eu, après ma démission de Camerco, une offre d'emploi où j'allais à Rwandair, à Kigali. Et justement, mon projet, c'était de travailler pendant à peu près 2 ou 3 ans et investir dans ma formation tout seul. Ça n'a pas marché à cause du Covid qui a fermé les frontières, mais je n'ai pas baissé les bras. Étant donné que j'avais déjà constitué mon projet, j'ai trouvé les moyens de financer ma formation tout seul. Voilà un peu comment j'ai accédé à ce départ de carrière. Merci beaucoup, M. Eyoum. Nous confirmons donc avec les parcours de nos 2 panélistes qu'il y a un engouement réel pour les métiers de l'aviation civile en Afrique. C'est à cette conclusion que nous espérions arriver. Et donc, nous avons d'un côté la demande. Comment est-ce que nous allons nous y prendre pour que l'offre puisse rencontrer la demande? Retournons donc maintenant vers M. Sama, qui est une des parties de la demande, et posons-nous des questions quant aux aspects forts de la gestion des ressources humaines, les questions du recrutement et de la rétention de personnel. Dans un contexte de mobilité internationale de la ressource, M. Sama, quels moyens sont mis en œuvre au sein de votre structure pour recruter du personnel compétent et quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de ces moyens? Merci déjà, Madame Nsata Yene, et bonsoir à tous. Au niveau de la Cameroon Civil Aviation Authority, nous sommes bien conscients du fait que le capital humain est l'actif le plus important dans une organisation ou dans une entreprise. Et consciente également du fait que le domaine de l'aviation civile, notre domaine, est un domaine hautement normalisé, régulier. Nous avons en interne défini déjà une politique de gestion des ressources humaines qui vise premièrement à recruter et maintenir des personnels hautement qualifiés, compétents et motivés. Par la suite, toujours à travers cette boussole qui est comme le socle de gestion des ressources humaines en interne, nous visons à mettre également des procédures qui reconnaissent et valorisent les compétences et la contribution des personnels. Cela va de soi. Il faudrait également mettre des mécanismes pour encourager, soutenir et développer les ressources humaines, puis favoriser l'adhésion et l'engagement du personnel. Vous avez posé la question à savoir comment recruter le personnel qualifié, compétent. Au niveau de l'autorité aéronautique, au moment où le besoin est exprimé, ou si au terme des analyses dans le cadre de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, il est déterminé qu'il faut recruter une ressource, nous allons sur la base des profils, le profil exigé. Puis il y a la fiche de poste, puis il y a les avis d'embauche. Maintenant, les moyens au niveau de l'autorité aéronautique sont investis sur le plan financier pour organiser donc les critères ou je dirais les tests de sélection. Cela va de soi. L'autorité aéronautique a réfléchi autrement parce que l'expérience a démontré qu'à chaque fois que nous lançons le grand concours, nous avons des dizaines de milliers de demandes. Pour certains formats, nous mettons les moyens financiers pour gérer ça, mais pour d'autres domaines un peu plus spécifiques des ingénieurs et techniciens, nous procédons par des tests de sélection un peu restreints. C'est à travers ça que nous avons noué des partenariats avec les grandes écoles de la place comme l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, Douala et Maroua, avec qui, au lieu de procéder à l'envergure nationale, nous saisissons les autorités de ces écoles pour qu'ils nous fournissent déjà une liste
avec des profils que nous recherchons. Sur cette base, nous sommes déjà sûrs à un certain niveau que la qualité des produits ou des candidats proposés est déjà bonne. Après le test de premier niveau, il y a un deuxième test maintenant où nous retenons ceux que nous envoyons maintenant pour une deuxième fois auprès des écoles spécialisées dans les métiers de l'aviation civile. Et au retour, quand ils reviennent, pour certains postes, nous exigeons également qu'il y ait des formations qualifiantes par rapport à ces postes. Donc, sur ces bases, si nous parlons des questions d'acquisition des ressources humaines, voilà les mécanismes, les moyens que nous mettons en place pour nous rassurer de qualité des ressources humaines. Maintenant, si nous parlons des personnels compétents, il y a également un deuxième volet, le développement des compétences de ce personnel. Pour ceux qui entrent, voilà la méthodologie qui est mise en place dans le domaine technique. Et pour ceux qui sont déjà, je puis dire là haut et fort, la formation est un droit inscrit dans le statut général du personnel, la CCA. Ceux-ci également bénéficient des formations au fur et à mesure. Donc, si je devais me limiter à là, vous avez également évoqué le deuxième volet qui est lié au challenge, les difficultés. Premier aspect, c'est l'enveloppe budgétaire allouée aux activités de recrutement d'abord, puis la formation. Avant 2020, avant la crise sanitaire, on pouvait se permettre de recruter autant que les besoins le voulaient et de former conformément aux politiques et les textes internes qui régissent les relations de travail. Mais à partir de 2020, nous avons fait face à la crise et des réalités du terrain où automatiquement, on n'avait pas le choix que de revoir et de diminuer à la baisse le budget alloué pour les formations et le recrutement. Cela va sans dire, entre 2020 et 2021, nous n'avons presque pas recruté. Nous avons commencé en fin 2022 pour recruter. Et même pour la formation, il fallait donc réfléchir en interne et voir comment innover en invitant ceux qui ont des compétences en interne pour tenir la main de ceux qui sont là pour les former sur les thématiques qu'eux maîtrisaient mieux parce qu'il n'y avait plus de moyens. Les années 2018-2019, l'autorité aéronautique a dépensé presque un demi-milliard, 498 millions, rien que pour les activités de formation, et en privilégiant surtout ceux du domaine technique qui ont des programmes de formation bien définis qu'il fallait respecter. Donc, à ce stade, comme le voulu pas, il y a ce problème challenge sur les enveloppes budgétaires allouées à ces activités. Un peu plus loin, nous pouvons parler également d'un autre challenge qui porte sur ce qui a été déjà évoqué par la modératrice, les départs. Vous vous rendez compte, ayant dépensé des dizaines ou centaines de millions pour former des gens, vous vous levez un jour, vous vous rendez compte, même sans l'aide de démission, que l'agent en question est parti. Il y a de cela 7-8 ans, on faisait face à un phénomène où, quand on envoyait, même après avoir sélectionné, parcouru toutes ces étapes, et nous envoyons les gens en formation dans les grandes écoles spécialisées, à la sortie, même dès qu'ils récupéraient les bulletins, ils disparaissaient. Nous avons réfléchi par rapport à ces problématiques, nous avons mis des mécanismes, on a préféré même en interne demander aux autorités de ces écoles de nous envoyer les diplômes. Ce premier problème a été réglé. Le deuxième challenge maintenant, c'est ce phénomène d'ouverture du Canada. À l'heure actuelle, nous sommes encore en deçà de 5% des départs s'il faut faire le lien avec l'effectif de la structure. Mais ce qui nous intéresse et ce qui nous embarrasse, c'est le fait que la plupart de ceux qui partent sont des techniciens formés aux frais de la CCA et qui partent même sans aviser ni le préavis. Parce qu'en interne, nous avons même des mécanismes que nous avons mis en place pour que ce personnel nous informe. Donc voilà de manière ramassée, Madame Sata, certains challenges réels que nous avons déjà pour sélectionner ce personnel compétent et pour garder. Mais en même temps, nous avons d'autres esquisses sur comment les retenir. Si vous m'accordez encore plus de temps, je pourrais aborder ça là. 2 minutes. Thank you. Sur le troisième volet, comment les retenir? Déjà, sur le plan national, je ne pourrais pas dire que notre structure paye mal. Mais comme j'ai suivi quelqu'un, l'un des co-panélistes l'évoquait ici, je pense c'est monsieur, qui ne suffit pas seulement de bien payer, puisque lui-même elle a dit qu'il était très bien payé à Cameco, mais elle a opté d'aller ailleurs.
nous misons plus sur d'autres plans en interne qui sont bien rédigés et contenus dans notre code de rémunération. Mais le plus important pour nous, c'est cet aspect de valoriser le personnel et de mettre en place les profils de carrière, career patterns, pour que l'agent qui est là, même s'il doit partir, parce qu'il est dit souvent chez nous, la banane qui va mourir, mais pour celui qui est là, qu'il ait au moins cette rêve de dire d'ici 5 ans, j'aimerais, d'ici 10 ans, j'aimerais, voilà le seul noyau ou le seul élément sur lequel nous attelons. Au-delà de ça, si c'est pour les packages liés à la préparation de la retraite, liés à l'enveloppe de rémunération, les avantages, ça existe. Mais nous pensons, parce que même à ce stade, nous avons mis en place les engagements des SENO, quand ils respectent les 10 ans, après ils partent. Nous avons mis en place maintenant des clauses de dédiées formation dans les contrats de formation qui stipule clairement que si, après avoir bénéficié d'une formation onéreuse, vous estimez que vous voulez évoluer ailleurs, vous restituez, vous remboursez soit la totalité ou une partie des sommes déboursées pour votre formation. Mais même jusque-là, les gens parviennent toujours à dire « Ok, je bénéficie, peut-être je rembourse et je pars ailleurs ». Donc nous pensons que le challenge réel ici, ce n'est pas sur le plan financier, mais c'est de faire rêver nos compatriotes et de dire l'avenir avec les activités de l'aviation civile qui évoluent et qui prennent l'ampleur, il y aura toujours des occasions en interne. Je vous remercie. Merci infiniment, M. Sama. Alors, sur la question de la demande, nous venons d'avoir le point de vue du régulateur et nous pensons fortement que l'aviation civile est comme une main. Le pouce, le régulateur, devant les autres doigts, les fournisseurs de services. Essayons d'avoir le point de vue de Mme Eyoum en sa qualité de commandant à SECNA. Merci, Patricia. Je suis Juliette Eyoum. Je suis, à la base, je suis contrôleur aérien et je suis ingénieur de l'aviation civile également et puis titulaire du master de l'ENAC. Je suis en fonction à l'aéroport de Douala, à la SECNA, où j'exerce les fonctions de commandant d'aérodrome. Alors, en tant que fournisseur de services de navigation aérienne, la SECNA, à travers sa représentation au Cameroun, est soumise à la réglementation nationale en matière de compétences du personnel. Donc, ceci s'applique à tous les métiers, particulièrement les métiers techniques de nos métiers. Alors, selon les différents métiers de l'agence, donc du fournisseur de services, il y en a qui sont plus contraignants que d'autres. Donc, je vais plus m'appesantir sur les métiers dits métiers techniques, les métiers, comme on dit souvent, qui sont en bout de chaîne de la sécurité. Alors, la SECNA a choisi, afin de maîtriser la formation, afin de maîtriser ses RH, le niveau de formation, elle a choisi de former elle-même son personnel technique, bien sûr. Et pour ceux qui ne savent pas, la SECNA a 3 écoles. Une école basée au Cameroun, à Douala, qui forme tout le corps des pompiers d'aérodrome. Donc, cette école s'appelle RC, École régionale de sécurité incendie, qui forme tous les pompiers de la SECNA et même ceux des pays non à SECNA qui en font la demande. Il y a également l'EAMAC dont on a parlé tout au long de cette journée. L'EAMAC, c'est une école de la SECNA qui est basée à Niamey, au Niger. C'est l'école de l'aviation civile et de la météorologie, dans l'école africaine de l'aviation civile et de la météorologie, et qui forme dans divers métiers de l'aviation tels que le contrôle aérien, la météorologie, la maintenance des infrastructures radioélectriques, la maintenance des infrastructures informatiques également. Et la dernière école, c'est l'ERNAM, École régionale de la navigation aérienne et du management, qui est située à Dakar, qui est plus pour des formations continues et qui dispose d'un centre AFSEC. Donc, en gros, c'était juste pour faire un blabla sur les écoles de la SECNA. Alors, je vais rapidement, comme ça, brosser les compétences techniques requises pour des métiers, si je peux dire, en bout de chaîne. Donc, à tout seigneur, tout honneur, je commence par le métier de contrôleur aérien.
qui est connu comme étant l'un des métiers les plus, on dit stressants, hein, c'est ça, stressant. Alors, ce métier, pour être contrôleur aérien au niveau de la SECNA, bien sûr, comme a dit le RH, M. Sama, il y a un concours qui est ouvert généralement en fonction du besoin, mais généralement, c'est annuel et c'est placé sous la supervision de l'État. Donc, si vous obtenez ce concours et vous allez dans une de nos écoles, appartement l'IAMAC, au sortir de l'IAMAC, vous avez une durée minimale de formation sur site de 28 semaines. À l'issue de cette formation qui est vraiment truffée de simulations, de tests et tout, il y a une commission locale, d'accord, assez musclée qui se tient afin de voir si ce que vous avez fait pendant tout ce temps n'a pas été favorisé par l'équipe des instructeurs contrôleurs. Dans l'issue de la commission locale, si vous êtes favorable, alors on monte d'un cran. On va écrire à la direction générale qui va envoyer quelqu'un de l'extérieur pour juger si vous êtes apte à gérer des vrais avions. Donc, cela est, si c'est favorable, donc on vous délivre la qualification en poste. Maintenant, c'est un métier à licence, d'accord? Annexe 1 de la Convention de Chicago. Il y a des conditions liées à la licence de contrôleur qui sont assez corsées. Première condition, la santé. Vous êtes titulaire d'un certificat médical de classe 3, délivré par un médecin de l'aéronautique. Alors, si je me trompe, ils ne sont que 2 au Cameroun, à ma connaissance, 2. Il y a également le niveau d'anglais. Ah oui, c'est un métier extrêmement contraignant en termes de langue. Il faut avoir le minimum 4 dans l'échelle OACI. Si vous avez le niveau 4 en anglais, c'est valable pour 3 ans. Chaque 3 ans, il va falloir renouveler. Si vous êtes un peu plus à l'aise, pour passer au niveau 5, c'est tous les 6 ans. Alors, si vous vous arrangez à avoir le niveau 6, vous êtes natif, donc vous êtes anglophone, vous êtes de manière limitée, votre niveau d'anglais vous est accordé au niveau de la licence. Donc, le dernier point technique pour cette licence de contrôleur, c'est le maintien de qualif. En dehors de la santé et de la langue, il faut qu'on se rassure que ce que vous savez faire, que vous savez le faire tout le temps. Donc, de manière annuelle, on vous descend de la tour du centre de contrôle pour vous amener en recyclage dans nos cellules d'instruction. C'est assez contraignant. Et à l'issue, vous pouvez, entre guillemets, échouer et vous n'êtes plus autorisé à toucher au micro. Donc, c'est à peu près ça. Pour les contrôleurs aériens, rapidement, je vais passer... alors, j'ai oublié pour le certificat médical des contrôleurs. Si vous êtes jeune, dans moins de 40 ans, vous passez ce certificat toutes les 2 années. Mais si vous êtes plus de 40 ans comme moi, c'est chaque année. C'est chaque année. Donc, c'est ça. Et en plus de tout ça, tous les 4 ans, au moins, vous devez faire un tour à l'école, à la source, pour refaire la théorie de l'ATM, Air Traffic Management. C'est assez délicat. Et le régulateur étant là, ils sont chargés de suivre cela. Donc, si par exemple, on veut faire le malin, c'est un contrôleur qui fait 5 ans, 6 ans sans y aller, le régulateur ici, ils ne vont pas nous rater. Donc, c'est ça. Alors, ça, c'est le métier de contrôleur aérien. Je passe rapidement. Il y a également un métier qui est très important, la météo, les météorologues. Je ne vous apprends rien. La météo est un élément essentiel dans la navigation aérienne. Mais également, à leur niveau, quand vous terminez la formation initiale à l'école, généralement, c'est à l'IAMAC pour la SECNA, vous avez un cursus de 6 mois sur le terrain, donc 2 stages de 3 mois chacun. Donc, il y a un stage appelé SFA, un stage de familiarisation, et puis un autre stage appelé Fox Papa Québec, oui, le stage professionnel de pré-qualif. À l'issue de ces 2 stages, il y a une commission locale, comme pour les contrôleurs. Si vous passez cette étape, on fait venir quelqu'un de l'extérieur pour se rassurer qu'il n'y a pas eu de petits copains au moment où on a dit que vous étiez apte à tenir la position. Donc ça, c'est pour les météos. Les pompiers, ah oui, là aussi c'est contraignant. Les pompiers ont un certificat médical de type CIGICOP. Hein? C'est Sierra India Golf Yankee Charlie Oscar Papa. Je ne vais pas détailler cela. Donc ça, c'est le certificat médical des pompiers. Et en dehors de cela, il y a un maintien de compétences physiques très, très exigé. C'est un métier où si vous prenez plus de 5 à 10 kilos sur votre poids requis,
on vous retire la qualification, on vous donne 6 mois pour revenir dans les normes. Donc, c'est assez contraignant également. En dehors de ce métier de pompier, surtout les métiers délicats, je passe à l'information aéronautique. Ces hommes et femmes qui sont généralement au rez-de-chaussée et qui valident les plans de vol des pilotes et qui leur délivrent tout ce qui est information aéronautique. Également, là-bas, il y a une qualification. Donc, après la formation initiale de l'école, vous passez en moyenne 3 mois en position avec une progression de formation sur site, à l'issue desquelles, mais pour eux, on convoque une commission pluridisciplinaire. Donc, on peut mettre un météo, un maintenancier et tout dans la commission. Et là, on vous évalue. Et comme pour les autres, si vous êtes favorable, on écrit pour quelqu'un de l'extérieur, ils viennent vous qualifier au poste. Donc, il en est même pour la maintenance, que ce soit les cadres CNS, électricité, balisage, et réseau et système informatique. Donc, 3 mois sur le terrain et renouvelable une seule fois. Sauf qu'à ce niveau, c'est la maintenance. On est qualifié par équipement. Si vous n'avez pas la qualification VOR, vous n'irez jamais toucher au VOR. Vous n'avez pas la qualif ILS, vous n'irez jamais toucher à l'ILS. Et ces qualifs, généralement, se font à l'école et c'est de longues périodes. C'est minimum 3 semaines, voire 6 semaines de formation avant de revenir pouvoir avoir accès à nos équipements. Donc, c'est ça que je pouvais dire en termes de service technique. Je ne peux pas tout brosser, on y prendra toute la soirée. Juste pour résumer en disant que les métiers techniques, les métiers en bout de chaîne de la sécurité, du fournisseur de services de navigation aérienne, exigent des qualifications, exigent des licences au poste. Donc, un contrôleur, un agent technique peut terminer et faire 2-3 ans sans jamais travailler véritablement. Vous voyez que si vous n'avez pas la licence, le salaire en prend un coup. Donc, c'est à peu près ça, ce type de challenge. Et puisqu'il y a beaucoup d'étapes, nous avons le régulateur qui est là pour faire son métier. Il se rassure que ce que la SECNA fait est cohérent avec les règlements nationaux et même internationaux. Donc, on s'en tient là pour le moment, Patricia. Merci. Merci infiniment, Madame Eyoum, pour cette clarification de la demande en métier de l'aviation civile en Afrique. Avant de rejoindre les axes de solution, la partie sur les axes de solution, je souhaiterais passer la parole au commandant Barla pour un partage d'expérience. En tant que professionnel expérimenté de l'aviation ayant servi pendant plusieurs années dans l'industrie et aussi du côté du régulateur, pouvez-vous partager votre expérience, donner des astuces à la jeunesse que nous sommes sur les défis et puis la manière de saisir les opportunités qui se présentent dans ce secteur? Bien, merci. D'abord, comme tout le monde, je commencerai par féliciter cette organisation méticuleuse et si brillante des États d'Afrique, l'État de l'Air Afrique. Et merci Patricia pour cette façon de me présenter comme si j'étais la gloire de la CCA. Non, je ne suis pas un cas isolé. J'appartiens à la génération dorée, ces jeunes qui sont arrivés entre 1976 et 1980 au Cameroun, formés par l'État camerounais, formés de manière planifiée, organisée et très sélective. On était environ une vingtaine. Vous savez tous que l'État avait créé Cameroun Airlines en 1971, donc c'est 4-5 ans après qu'il s'est mis en tête de former les gens systématiquement à l'ENAC, c'était mon cas, ou ailleurs. Et ces formations ont été renforcées par la coopération qu'on avait à l'époque avec Air France. Et Air France a permis, il faut le dire, à tous ces jeunes gens d'atteindre très rapidement un niveau excellent. Je voudrais quand même qu'il n'y ait pas que les Camerounais, il y avait aussi des Gabonais et des Malgaches, mais je ne m'occupe que des Camerounais, si vous permettez. Et plus tard, les gens d'Air Afrique. Mais pour les Camerounais, Air France a été très actif pour donner tout de suite un niveau excellent. Imaginez quelqu'un qui sort de l'école et qui, 8 mois après, est sur Boeing 707. Ça ne vous dit rien pour certains d'entre vous.
Mais c'était à l'époque l'avion phare, l'avion des seigneurs de l'aviation. Et ça fait quelque chose. Donc oui, on était bien formés. Nous avons été bien formés. Et très rapidement, nous sommes passés commandant de bord. Et dans mon cas, en passant commandant de bord, 1 mois après, je passe instructeur. Allez savoir pourquoi. Mais instructeur sur Twin Otter. Je passe commandant de bord sur Boeing 737 et 1 mois après, instructeur sur Twin Otter. Pourquoi faire? Pour former les jeunes. Nous avions à l'époque à Cameroon Airlines un Twin Otter qui allait à Bertois, Batouri, Kribi, Manfé, Bafoussam. La piste faisait 600 mètres de long à Bafoussam, je ne sais pas si vous voyez, Koutaba. Donc, on formait les gens sur Twin Otter pour les préparer à aller sur Boeing après. Et de là, pour ce qui me concerne, je suis allé sur 747. Après, ça devient un peu anecdotique. Et sinon que, pour ce qui me concerne, j'ai toujours fait 2, voire 3 appareils en même temps. Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande importante. Je l'ai dit, je pilotais en même temps le 737 et le Twin Otter. Pourquoi pas? Mais en même temps, peu de temps après, j'ai piloté le 747 et le HS 748, un bimoteur turbopropulseur à 48 places, qui après le Twin Otter nous emmenait à Manfé, à Bertois, à Batory, etc. Et plus tard, 747 et 767. Donc toujours 2 avions en même temps, parce qu'il y avait une très forte demande. Et toujours comme instructeur, parce qu'il y avait une très forte demande. Donc oui, c'est vrai, à titre personnel, j'ai eu une carrière, j'ai effectivement eu des responsabilités managériales. Et puis, lorsque Cameroon Airlines ferme ses portes en 2008, j'ai fait ce que je savais faire de mieux, former. J'ai donc créé une école. Alors, c'était le vrai challenge. Je ne suis pas allé à Qatar Airways vendre mes services. J'ai créé l'école avec quelques camarades. Et nous avons créé une école pour former des pilotes. Parce que déjà, à l'époque, il manquait de pilotes. C'était une évidence qu'il manquait des pilotes. Cette école a eu du mal à démarrer, mais on l'a créée. Et pour vivre, on a commencé à former d'autres personnes que des pilotes. On a donc formé hôtesses de l'air et flight dispatchers. Je tiens à dire ici que former des pilotes à l'époque, c'était tout à fait inédit. Personne ne nous l'a demandé. Et quand on est venu à la CCA pour dire qu'on veut des agréments pour faire cela, la CCA se demandait un peu comment faire. Donc, on les a un peu poussés dans le dos. Et ils ont été très réceptifs. Et tout ça n'a pu se faire que parce que la CCA a été très réceptive et très constructive. Nos programmes n'existaient pas au Cameroun. Nous avons imposé au Cameroun des programmes type européens. Ce qui fait que les licences camerounaises par la suite, qui ont été mises en place, sont directement alignées sur le niveau européen. Et donc, c'est notre chance d'avoir dès le début visé les meilleurs standards. Donc oui, on a eu cette chance-là. Et puis, la suite, vous la connaissez, je me suis retrouvé à travailler avec l'autorité aéronautique en tant qu'inspecteur principal. Mais tout cela, c'est le point de départ de tout cela, c'est la volonté systémique de former des gens exprimée par le gouvernement camerounais à l'époque. C'est tout. Il n'y a pas de carrière personnelle. J'étais au bon endroit au bon moment et puis j'ai pris le bon vent et voilà. Je vous remercie infiniment, commandant. Cette intervention tombe à point nommé puisqu'elle nous permet de voir que les ressources humaines en Afrique sont plus le résultat de la mise en œuvre d'une vision de haut niveau, des moyens pratiques et d'une volonté collégiale de réussir dans ce secteur. Nous allons donc passer à la dernière série de questions de notre conférence qui regroupe les axes de solutions durables. Je reviendrai donc vers vous, commandant. En ce qui concerne la vulgarisation de l'offre de formation, si vous pouvez nous faire savoir les types de formations que vous proposez à Sabena Flight Academy pour nos invités prestigieux, la jeunesse. Merci. Ok, merci. Alors, vulgarisation, au sens noble du terme, nous formons donc d'abord des pilotes de ligne, comme je l'ai dit, sur le format européen qui est une formation théorique jusqu'à l'examen théorique des pilotes de ligne, puis environ sur 10 à 12 mois, puis 12 mois de vol pratique
à la licence de pilote professionnel avec qualification de vol des instruments et de vol bimoteur. Alors, ça représente 14 matières bien spécifiques pour lesquelles il ne faut pas forcément avoir des connaissances scientifiques très élevées, mais il faut, je dirais, un esprit scientifique. Alors, le métier a beaucoup changé. À mon époque, on faisait maths P, on faisait 2 ans de Polytech, on faisait une licence avant d'aller dans l'aviation. Aujourd'hui, un bon bac plus 1 suffit pour faire un excellent pilote. Le métier a changé. Il faut savoir que depuis des années, depuis des dizaines d'années, le pourcentage d'accidents d'avion dus à l'erreur humaine est à peu près inchangé. Environ 73% des accidents mortels dans le monde sont dus à des erreurs humaines. Ce qui veut dire que, bien que les techniques évoluent, bien que les équipements soient de plus en plus sophistiqués et onéreux, bien que les procédures soient de plus en plus fines, il y a toujours une composante fragile, c'est l'homme. 73%. Donc, progressivement, le métier a changé et le métier a mis en valeur ces formations humaines plus que la formation purement scientifique. Aujourd'hui, on a tous un téléphone portable qui est un véritable ordinateur qu'on pratique sans même le savoir. Et c'est pareil pour l'avion. L'avion, il vole tout seul. Alors, que fait le pilote? Puisque l'avion vole tout seul. Et cette formation humaine se retrouve sous le vocable de CRM, qu'on appelle chez nous maintenant Crew Resource Management, qui est la matière la plus importante. Comment le pilote gère sa relation avec son environnement technique, son matériel, sa relation avec les procédures, le software, sa relation avec son environnement et sa relation avec les autres hommes, pilotes, mécaniciens, contrôleurs, etc. C'est la matière la plus importante et la véritable niche de sécurité, c'est l'homme. C'est l'homme. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire depuis quelques années, avec, je dois l'admettre, quelques succès. J'espère en tout cas que ce sera le cas pour M. Eyoum. Et puis voilà. Et puis nous formons effectivement des hôtesses de l'air et des flight dispatchers pour toute la région de la CEMAC. Mais il se trouve que les besoins sont tels que beaucoup de ces jeunes gens qui sont formés à titre personnel, donc ils ne doivent rien à personne, à peine formés, sont happés par les pays qui en ont besoin. Donc le trou reste béant. On n'arrive pas à le combler. D'abord, ils ont du mal à financer leurs études, ils ne doivent rien à personne, ils se sont débrouillés, et arrivés dans la profession, eh bien, ils vont au plus offrant, ce qui fait que le trou reste béant. Les enfants partent, les derniers sont partis au Canada il y a 3 mois, on est très contents pour eux, ils sont très heureux. Et en plus, excusez-moi, je vais finir peut-être là-dessus, ces gens ont vraiment souffert parce qu'il n'y a aucun support bancaire au Cameroun pour les aider. Ça n'existe pas. Lorsque la banque est sollicitée, les meilleures banques offrent 3 ans de crédit pour des formations qui sont très chères, alors que d'autres pays en Afrique de l'Est offrent 7 ans, voire 9 ans de crédit. Conclusion, nos jeunes Camerounais qui partent donc ailleurs chercher à rembourser leur crédit, leurs frais, à vivre mieux, sont remplacés au Cameroun ou en Afrique centrale par des Éthiopiens, par des Zimbabwéens, par des Kenyans, des Zambiens, parce que dans leur pays, les financements bancaires permettent à un plus grand nombre de gens de se former. Voilà. Pour l'instant. Merci infiniment. Nous retenons que la demande a effectivement besoin de l'offre et que les banques ont encore des efforts à faire. Les banques. Nous continuons avec M. Tamokwe, promoteur d'IRDSM. M. Tamokwe, est-ce que vous pouvez nous faire part des domaines dans lesquels vous proposez des formations et est-ce que vous avez des pistes d'insertion de vos participants, de vos personnels formés dans l'industrie de l'aviation? Bien, je voudrais déjà dire merci à Madame le directeur général, à Madame Akete et les organisateurs de cette plateforme.
Vous nous donnez ainsi l'opportunité de dire ce que nous faisons exactement à l'école de formation IEDSM en termes de formation et même en termes d'accompagnement dans le bassin d'emploi. Je voudrais déjà vous dire que les apprenants ou les stagiaires qui nous rapprochent pour des demandes de formation viennent déjà avec un projet professionnel qui implique un projet d'études. Et en tant qu'école de formation, nous ne pouvons offrir que des instructions qui sont reconnues par l'autorité aéronautique à travers notre règlement de formation. Pour le moment, l'autorité aéronautique nous permet de former uniquement dans la sécurité et en termes de sécurité, dans le domaine de sécurité, nous formons le personnel sol, ça veut dire beaucoup plus de personnel d'assistance en escale dans les différents métiers, personnel navigant uniquement les PNC. Et je dois aussi vous dire que, vu la pression de la demande et ces apprenants qui nous rapprochent avec des demandes de formation de cursus, ils souhaiteraient, n'est-ce pas, faire des études, n'est-ce pas, plus qualifiantes. Ce que nous faisons pour les aider, nous recherchons des liens pédagogiques au-delà du territoire national dans les pays où l'offre de formation peuvent être accessibles pour leur permettre qu'au terme de leur séjour à IEDSM, ils peuvent continuer, n'est-ce pas, leur formation s'ils veulent. Ainsi, nous avons signé des mémorandums, des MOU avec certains pays de tradition aéronautique, des universités très reconnues en termes de formation, comme au Canada avec Air Richelieu, en France avec Aéro-Pyrénées, en Russie avec Monrovia, Ufa, Moscou, Saint-Pétersbourg et Corée du Sud également. Ce qui fait que ces enfants ont devant eux, n'est-ce pas, plusieurs voies, n'est-ce pas, et il revient à la famille de choisir en fonction de son portefeuille, en fonction de ses capacités, n'est-ce pas, la voie que l'enfant peut bien suivre. Et habituellement, au niveau de l'école, quand ils sont bien formés, avec notre envergure, n'est-ce pas, négociée à travers ces universités des relations d'aide, il y a des programmes de mobilité académique qui permettent à ces enfants, n'est-ce pas, d'aller compléter pour donner encore plus de visibilité, n'est-ce pas, à la formation qu'ils ont réussi, pour qu'en termes d'employabilité, qu'ils soient, n'est-ce pas, fortement concurrentiels, parce qu'ils sont toujours en compétition avec des apprenants venus d'autres écoles. Et comprenez que le marché local, il est très restreint, mais il y a la demande, n'est-ce pas, d'autres pays, comme le commandant venait de le dire, parce qu'il y a une rareté, n'est-ce pas, de ressources. Quand ils sont vraiment bien formés, il ne manque pas d'emploi. C'est ce que je peux vous dire pour le moment. Merci. Merci infiniment. Alors, pour clore cette session sur la partie formation, nous retenons que le personnel peut être formé sur place. Il existe des centres de formation pour ça. Nous sommes même abrités dans l'un de ces centres, l'EFO, qui propose une formation initiale pour les personnels de l'aviation civile, le CAMRA. Je vous invite à aller regarder. Et nous retenons ensuite qu'une fois formé, le besoin existant, vous ne manquerez pas d'emploi. Donc, n'hésitez pas à vous lancer. Nous continuons cette recherche de solutions dans un contexte un peu plus sous-régional avec M. Folabit, notre inspecteur, qui va nous entretenir sur la question de la mobilité interne. Nous avons parlé depuis le début des talents qui se déplacent vers l'extérieur. C'est un fait, on ne peut pas empêcher les personnels de se déplacer, il en va de leur épanouissement personnel. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un moyen de les faire bouger à plus petite échelle? C'est-à-dire, on est au Cameroun, on peut aller au Tchad, on peut aller au Gabon, au lieu d'aller au Canada, le fameux Canada. Monsieur Folabit. Thank you, Madame Yene. Since we are drawing to the end, I would like to add my voice to those preceding me to congratulate the CCAA and all those who organized this forum. The exchange was quite pertinent and we had
valuable inputs from each and everyone, and the organization was impeccable. La promotion de la mobilité interne sur le continent. Il s'agit de quel continent? Le continent Cameroun. Si nous parlons du continent Cameroun, je pense que ça s'est fait déjà. Mais si nous parlons de l'Afrique, il faut y réfléchir. Pour moi, est-ce une ambition ou une réalité? Et ça peut poser le problème de exude, comme vous venez de dire, de la compétence au sein de la nation et même de la sous-région. ASA-AC peut envisager, peut jouer un rôle important. Donc, l'ASA-AC peut jouer un rôle important dans la promotion de la mobilité de l'expertise au sein du continent africain, en favorisant la collaboration, le partage des connaissances et la facilitation des échanges professionnels qualifiés dans le secteur de l'aviation. Voici quelques axes. Développement de programmes de formation au niveau régional. Nous savons déjà qu'il y a un règlement régional, le code, il y a les règles communes en matière de la sécurité aérienne, il y a les règlements d'application dans ces domaines-là. Dans ce sens, il y a déjà quelque chose commun parmi les États de l'Afrique centrale, CEMAC. Donc, dans ce sens, l'ASA-AC, en collaboration avec les autorités de l'aviation et les institutions de formation de la CEMAC, peut développer et développera les programmes de formation des professionnels de l'aviation. En ce faisant, les programmes de formation seront standardisés au niveau régional et facilitera ainsi l'échange de compétences, c'est-à-dire du personnel et de la conformité au règlement communautaire. Donc, il y aura des échanges entre peut-être un expert du Gabon et un expert pour l'expertise du Cameroun, étant donné qu'ils utilisent les mêmes réglementations et ils seront formés de la même manière. Initiative de formation conjointe. L'ASA-AC peut faciliter des initiatives de formation conjointe, des ateliers et des conférences qui réunissent des experts de l'aviation de divers pays africains pour échanger des expériences, des meilleures pratiques et des solutions innovantes. Ces opportunités de collaboration peuvent améliorer l'expertise, créer des réseaux et promouvoir la mobilité sur le continent. Coopération régionale. L'ASA-AC peut collaborer avec d'autres organismes d'aviation régionaux, les agences de régulation et les institutions de formation à travers l'Afrique pour créer un cadre de reconnaissance mutuelle de qualification et de certification. Cette coopération peut simplifier le processus pour les professionnels de l'aviation de travailler et de partager leur expertise dans différents pays. Quatrième point, programme de développement des compétences. L'ASA-AC peut soutenir des programmes de développement des compétences qui mettent l'accent sur le renforcement des capacités des professionnels de l'aviation dans des domaines tels que la gestion de la sécurité, la navigation aérienne, la sécurité de l'aviation et la conformité réglementaire. En investissant dans le développement des compétences, l'ASA-AC peut doter les professionnels de l'expertise nécessaire pour travailler à travers les frontières et contribuer à la croissance de l'industrie de l'aviation en Afrique. Cinquième, reconnaissance des acquis antérieurs. L'ASA-AC devrait et doit reconnaître des acquis et des expériences antérieures dans le secteur de l'aviation, permettant aux professionnels de tirer profit de leurs expertises acquises dans la formation et les recherches des opportunités dans un autre État d'Afrique. Cette reconnaissance peut faciliter la mobilité de l'expertise et créer des voies pour l'avancement professionnel au sein du continent. Faciliter les détachements et les échanges. L'ASA-AC peut établir des mécanismes de détachement,
d'échange et de placement temporaire de professionnels de l'aviation entre les pays membres et les organisations partenaires. Ces opportunités d'expérience de travail dans des contextes différents peuvent élargir l'expertise, favoriser la collaboration et faciliter le transfert de connaissances au sein de la communauté africaine de l'aviation. Dans l'ensemble, le rôle de la SAAC s'étend à soutenir la formation et le développement du personnel de l'aviation en veillant à ce qu'il soit bien préparé pour garantir la sécurité, la sûreté et l'excellence opérationnelle dans la sous-région CEMAC. À cet effet, en promouvant activement la mobilité de l'expertise, la SAAC peut contribuer à la construction d'une main-d'œuvre de l'aviation qualifiée, dynamique et interconnectée à travers l'Afrique, favorisant l'innovation, l'excellence et la croissance durable dans l'industrie. Pour conclure, nous ne devons pas avoir peur de la mobilité parce que l'aviation est dynamique et il faut que la mobilité se crée et ça doit être une réalité que nous devons. We need to embrace it. I know I'm talking on my right is the human resources and he wouldn't like to hear it, but the reality is that. And you talked about the competitiveness of the salary, but again, I think most people would want to look at the personal interest first before their general interest, and that is what drives most to move. But again, the experience is insurmountable. Merci. Merci infiniment, Monsieur Folabit. Alors, nous terminons avec notre dernier panéliste. Je regrette de ne pas l'avoir annoncé tout à l'heure. Il s'agit de Monsieur Belinga, expert Trainer Plus pour le programme de l'OACI, programme de formation de l'OACI, pour lequel il dispense les cours de TIC, Training Instructor Course, et TDC, Training Developer Course, et c'est un validateur de mallettes pédagogiques normalisées. Nous parlons ici de Trainer Plus comme axe de solution pour l'amélioration de la compétence de la ressource humaine en Afrique. Monsieur Belinga n'a pas pu être parmi nous, mais il nous a fait une petite vidéo de 5 minutes. Merci à la technologie. Je vous invite à regarder. Sur l'apport de l'amélioration de la formation des ressources humaines africaines, apport donc du programme Trainer Plus. Le mot Trainer Plus est un dérivé de la troncation du mot training, qui veut dire formation, auquel on est venu ajouter le R. Donc, Train Air, ce qui veut dire la formation dans le domaine de l'air. Le but du programme Trainer consiste donc à améliorer la sécurité et l'efficacité du transport aérien par la mise en œuvre et le maintien des normes élevées de formation ainsi que de compétences du personnel de l'aviation civile à l'échelle mondiale. Et l'OACI, M. John Chapman, a donc pris également cette méthodologie, l'a proposée à l'OACI à Montréal, et depuis 1989, on a commencé à utiliser Trainer Plus au niveau de l'OACI. Quel est l'apport du programme Trainer à l'amélioration de la formation des ressources africaines, des ressources humaines? Alors, l'apport du programme Trainer porte sur plusieurs volets. Premièrement, quand le programme Trainer a été donc mis en place en Afrique, le premier apport, c'est qu'il fallait d'abord évaluer les centres qui faisaient la demande d'adhésion au programme Trainer. Cette évaluation a été menée par nous-mêmes en qualité d'assesseurs des centres de formation en aviation civile. Et nous avons évalué donc un certain nombre de centres. Alors, qu'est-ce qu'on fait effectivement dans l'évaluation d'un centre? Il faudrait, la première des choses, c'est qu'il faudrait d'abord que le centre prouve que
Il a toutes les autorisations de l'autorité de l'aviation civile du pays où se situe le centre pour fonctionner. Après ces autorisations, on va évaluer également les programmes de formation, la manière de recruter les instructeurs et surtout leur maintien de compétences. On va examiner l'assurance qualité ou le système qualité qui est mis en place dans le centre. On va examiner toutes les installations et équipements du centre. On va examiner, bien sûr, les enregistrements de toutes les activités, des opérations de formation qui se font dans le centre. Et bien évidemment, on va également évaluer les risques liés à certains types de formations. Vous savez que les formations comme celles de pilotes, comme les formations des pompiers d'aérodrome, font donc intervenir un certain nombre d'appareils qui peuvent présenter des risques à ceux qui les utilisent, les avions, tout comme les gros camions. Cette évaluation a pour but de savoir si, le centre peut intégrer le programme Trainer, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est aussi de savoir si le centre est capable, bien sûr, d'utiliser les mallettes pédagogiques normalisées qui sont les supports utilisés par Trainer Plus. Aujourd'hui, Trainer Plus recommande au centre de formation en aviation civile de l'espace francophone africain de convertir, on appelle ça la mise en conformité, de mettre en conformité tous les cours de leur centre de formation pour qu'ils deviennent des mallettes pédagogiques normalisées. Bien, quel est donc, après avoir mis tout ce programme en œuvre, quel est l'apport aujourd'hui? Quels sont les résultats que nous observons aujourd'hui? Eh bien, l'un des résultats les plus importants, c'est que l'aviation civile, qu'elle soit nationale ou internationale, se porte de mieux en mieux. C'est-à-dire que la qualité de service qui est assurée à l'aviation civile nationale et internationale s'est complètement améliorée. Et nous avons pour preuve que vers le dernier rapport de l'IATA indique que les accidents avant étaient à 10,88%, il y avait 10,88% d'accidents et d'incidents sur 1 million de vols. Aujourd'hui, depuis que Trainer a été mis en place, ce taux d'accidents et d'incidents est descendu à 6,33. C'est une amélioration. Et d'ailleurs, l'IATA signale que en 2015, quand le programme Trainer était déjà en place, et en 2023, eh bien, il y a eu 0 accident dans l'espace africain. Pour terminer, nous disons que Trainer Plus est en cours de mise en œuvre au niveau mondial et que les premiers résultats sont encourageants. Et aujourd'hui, dans... Bon. La recommandation de M. Bellinga était pour les centres de formation africains de se conformer à la méthodologie Trainer Plus. Ceci passe par la planification des programmes de formation, la planification des infrastructures de formation, la planification des équipements didactiques qui seront utilisés par les centres, la formation des instructeurs et la formation des concepteurs de cours. Parce qu'il faut savoir que Trainer Plus est une approche de la formation en aviation civile par les compétences, avec la définition des formations par la résolution d'un problème de rendement. Nous sommes arrivés, mesdames et messieurs, au terme de notre conférence et nous avons relevé les points suivants. Il existe des écoles de formation, il suffit juste de chercher sur Internet. Nous avons une demande qui existe, une offre également qui existe. Des défis sont observés au quotidien et les régulateurs et les exploitants font de leur mieux pour les relever. On a
à la question de la compétition entre l'industrie de l'aviation et les autres secteurs, il a été proposé que les compétences soient transformées entre les domaines compatibles d'expertise de l'aviation civile. Et enfin, à la question des pertes occasionnées par la vague de départ en retraite, nous avons bien vu que certains experts de l'aviation se transforment en instructeurs pour ne pas perdre cette compétence-là. Donc, il faut penser à une conversion latérale et aussi une conversion de génération en génération. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? On va prendre rapidement 2 questions. Si je peux ajouter à la réponse, je voudrais aller dans le sens de M. Sama en disant que faut savoir que la formation en aviation civile est régie par les exigences de l'OACI, c'est-à-dire que en donnant les exigences techniques pour la réalisation de l'activité aviation civile, l'OACI édicte également des exigences pour la formation des personnels responsables de ces activités. Ça signifie qu'à l'entame d'une carrière d'aviation civile, on voudrait que le personnel remplisse certaines conditions techniques. Madame Eyuma a également parlé de cet aspect-là. Donc, si vous êtes formé, vous pouvez être formé par l'autorité de l'aviation civile, qui a une école, vous pouvez être formé à l'EAMAC, vous pouvez être formé à l'ENAC et ainsi de suite. Mais ce qu'on veut pour un métier spécifique, c'est pour ça qu'en aviation, il faut être spécifique dans ce qu'on veut faire. Si vous voulez exercer le métier de pilote, il faut remplir les critères pour exercer ce métier, c'est tout. Donc, on a cette étude-là de... Et je vous dis que c'est parce qu'il y a des exigences de niveau. Est-ce que ces écoles remplissent, les écoles dont vous parlez, est-ce qu'elles remplissent les critères? Parce qu'il y a le régulateur qui est censé remettre un agrément de centre de formation pour que votre formation puisse valoir et que vous puissiez obtenir la licence qu'il faut. Alors, je voudrais savoir si vous connaissez une école, un centre agréé qui a formé des gens et ces gens n'ont pas obtenu la licence. Les personnes en ligne n'entendent pas votre question. Patricia. Je m'excuse. Vous êtes en train de dire, vous recrutez sur un ensemble de critères bien précis. Déjà que c'est l'autorité aéronautique du Cameroun qui donne des licences aux autres établissements de former le personnel. Ça veut donc dire que si vous ne les recrutez pas directement, ça veut dire que vous doutez de la qualité de formation qu'ils font. Puisque s'ils quittent de là, ayant peut-être des compétences, et que vous ne les recrutez pas directement, c'est un problème. Il y a une personne dans l'assistance qui a une réponse à votre question. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Bonjour, je suis Yéné Medoua de l'autorité d'aviation civile. Alors, pour répondre à votre question, pour répondre à la demande en matière de formation, l'OACI voudrait que la formation soit standardisée. Et c'est pour ça que l'autorité aéronautique a pour obligation de certifier les centres de formation qui vont délivrer des formations à des personnels techniques. Donc, toutes les personnes qui sortent des écoles qui sont certifiées par l'autorité aéronautique sont censées trouver le travail dans l'industrie de l'aviation civile. Pas forcément à l'autorité, parce que l'autorité, c'est en fonction du besoin. Maintenant, quand l'autorité a le besoin pour des personnels particuliers, qui ne sont pas uniquement des personnels qui ont des licences, le directeur de l'aviation civile, le directeur de l'administration générale l'a dit tout à l'heure, il y a des critères qui sont définis, les personnes sont recrutées et puis sont envoyées dans les centres de formation validés par l'autorité aéronautique et ensuite utilisées en tant que personnel technique de supervision. Donc, comme j'ai dit, il y a supervision, il y a exploitation et ce n'est pas toujours la même chose.
Merci. Donc, on va passer à la réponse à la question de M. Longo. Oui, Monsieur Longol, vous demandez si nous faisons l'étude pour voir un peu comment ça se passe dans d'autres structures, c'est ça? Pour la rémunération, c'était quoi la question? Précisez s'il vous plaît. Je reprends la question. Oui. Vous, les différents centres de formation, là, vous formez des personnels qualifiés. Ma question, c'est au niveau de leur rémunération. Lorsque ces personnels sont recrutés dans les entreprises dans nos pays, est-ce qu'il y a eu une corrélation quelconque entre le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la formation professionnelle, tous ces ministères qui forment là, pour leur classification socio-professionnelle? Ah, okay. Le commandant Bala a dit qu'avant, pour être pilote, il fallait bac plus beaucoup. Maintenant, avec un bac plus, on pouvait entrer dans une école et devenir pilote au bout d'un certain nombre d'années. Alors, quand vous sortez pilote, moi, établissement lambda, qui vous recrute, je vous classe où dans mon pays? C'est un peu ça la question. Ah, ok. Merci, je comprends mieux la question. Bon, mais je veux répondre là en ce qui concerne la CCA par rapport à l'école de formation. Pour vous dire, en dehors des formations récurrentes qui sont organisées régulièrement pour la mise à niveau, nous avons l'exemple du CAMRA qui a été organisé. Cette formation a été conçue dès le départ jusqu'à la fin avec le ministère de l'Enseignement supérieur, où nous avons travaillé en étroite collaboration avec l'Université Yaoundé 1 et le directeur même de l'École normale supérieure polytechnique. Comme pour dire, à la sortie de cette formation, ce diplôme, même s'il faut solliciter l'équivalence, on peut bien également saisir le ministère de l'Enseignement supérieur.